Tous fascinés par l'Empire romain aimeraient comprendre sa chute. Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu tomber? Et si relativement rapidement, alors qu'elle avait résisté auparavant pendant plus d'un millénaire? J'ai déjà réalisé quelques vidéos examinant de nombreuses raisons possibles de la chute de l'Empire romain, résumant les points les plus importants. Car même si nous le souhaitions, l'Empire romain n'est pas tombé à cause d'une seule grande raison. C'était un interplay vraiment complexe de plusieurs raisons différentes qui ont eu lieu simultanément. Des problèmes intrinsèques qui ont conduit à des guerres civiles constantes, à des problèmes économiques, à des problèmes militaires, à un énorme afflux d'envahisseurs germaniques, à tant d'autres raisons pour lesquelles l'Empire est tombé. Mais une raison dont je n'ai pas encore parlé en détail, mais seulement mentionné brièvement comme un facteur supplémentaire, était le déclin de la population. Conseil. Quelle a été la baisse de la population de l'Empire romain au fil des siècles? A-t-elle diminué? Et si oui, pourquoi? Et si c'était le cas, à quel point le déclin de la population romaine était-il un facteur important dans le grand schéma des choses? Nafi Kovar. Lorsque nous examinons les calamités extraordinaires qui ont frappé l'Empire romain d'Occident après cette année fatidique de 406 après Jésus-Christ, nous sommes stupéfaits de voir comment les envahisseurs germaniques ont pu réussir à envahir les différentes provinces de l'Empire romain d'Occident. Fomkiov. Les Romains n'avaient-ils pas autrefois conquis le monde connu? Pager. N'étaient-ce pas les Romains qui avaient autrefois l'armée la plus puissante, les légions puissantes, qui étaient connues pour soumettre même les tribus ennemies les plus féroces? Nawa. Au 5e siècle, les anciennes légions semblaient soudainement faibles et fragiles. Quelle est la suite? Leur nombre a-t-il diminué? Y en avait-il beaucoup moins qu'au début de l'Empire? Si nous regardons le rythme extraordinaire avec lequel l'Empire romain s'est effondré, se désintégrant essentiellement dans l'espace de temps d'une vie humaine, alors qu'il avait résisté pendant des siècles auparavant, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander s'il n'y avait peut-être tout simplement moins de Romains au 5e siècle. Jeez. Comme vous pouvez l'imaginer, reconstituer la population de l'Empire romain au fil des siècles est incroyablement difficile, car les recensements de la population n'étaient pas effectués régulièrement, et donc il n'y a pas beaucoup de données sur lesquelles se baser dans les derniers siècles de l'Empire romain. Pour la plupart d'entre nous, la programmation semble incroyablement difficile au premier abord. Quelle transition, Majorien serait fier. Mais ne pensez-vous pas que l'Empire romain s'est hyper... Si vous êtes fan d'histoire romaine, cela pourrait vous intéresser. Pourquoi? Apprendre la programmation peut être simple, amusant et potentiellement lucratif. Selon Stack Overflow, le salaire médian des développeurs back-end aux États-Unis en 2023 était de plus de $100 000 par an. Médian. En tant que développeur, vous pouvez travailler à distance, ce qui vous permet de regarder des vidéos sur la fin de l'Empire romain simultanément. Et qui n'aimerait pas ça? Selon BootDev, la meilleure façon d'apprendre la programmation est d'éviter l'ennui. Comme dans un RPG, vous accumulerez des points d'expérience, débloquerez des succès, accomplirez des quêtes et pourrez monter dans le classement mondial. Comme un jeu de la réalité. Mais vous pouvez gagner de l'argent conséquent avec vos nouvelles compétences. Même Rikima ne refuserait pas ça. La plateforme est conçue pour vous faire écrire beaucoup de code car mettre les mains sur le clavier et livrer des projets est le seul moyen de vraiment apprendre la programmation. Vous apprendrez le développement web back-end en Python et Go de A à Z. Boot.dev est entièrement en ligne, à votre rythme, et cela ressemble vraiment à un jeu RPG captivant avec des réalisations très motivantes chaque fois que vous montez de niveau. Chakrar. Si vous avez des questions, la communauté Discord de Boot.dev est très active, et là pour vous aider si vous êtes jamais bloqué sur vos défis de codage. Doma. Je l'ai essayé en tant que débutant en programmation, et c'est surprenant combien c'est amusant et facile à apprendre. Cliquez sur le lien dans la description et utilisez le code Majorianos pour 25% de réduction sur votre premier paiement chez Boot.dev, que ce soit pour un mois ou une année. Apprenez la programmation avec Boot.dev et utilisez vos nouvelles compétences. Revenons à la population de l'Empire romain. Comme vous l'imaginez, obtenir des chiffres exacts est impossible.
Mais il existe de très bonnes estimations du nombre de personnes vivant dans l'Empire romain à l'époque d'Auguste. L'historien du XIXe siècle Carl Jules Belloc a été le premier à estimer la population de l'Empire romain sur la base de chiffres qu'il a reconstitués à partir du recensement de la population sous Auguste, en combinaison avec des sources contemporaines. Il a rare Belloc est arrivé à un chiffre de 54 millions de personnes vivant dans l'Empire romain en 14 après Jésus-Christ, lors du règne ultérieur de l'empereur Auguste, Moisinar. D'autres arrivent à des chiffres allant d'une limite inférieure de 45 millions à une limite supérieure de même 120 millions de personnes pendant cette période. Zagrar, les chiffres généralement acceptés aujourd'hui varient de 60 à 75 millions de personnes. 7 millions de personnes étaient des Romains. La densité de population de l'Italie était considérablement plus élevée que celle de la Bretagne. Kyle Harper estime dans son livre de 2017 Climat, maladie et la fin d'un empire que l'Italie avait une densité de population très élevée, atteignant 60 millions sous le règne d'Auguste comparativement à la Bretagne. Cela comprend d'autres chiffres fascinants. Harper a indiqué une croissance démographique moyenne de 0,1% par an jusqu'à la fin du XIXe siècle. La population de l'Empire a connu une croissance moyenne de 0,1% par an jusqu'à la fin du XIXe siècle, atteignant un pic de 75 millions en 165 après Jésus-Christ. En gros, tous les érudits s'accordent à dire que c'était le pic de la population de l'Empire. Car comme nous le savons, c'est à ce moment-là que les choses ont sérieusement commencé à mal tourner pour les Romains. Madar. À partir de 165, un virus brutal, que l'on pense avoir été une forme de variole, a commencé à se propager dans tout l'Empire romain, tuant des millions. Les estimations varient encore assez drastiquement, mais le nombre le plus accepté est qu'environ 10% de la population de l'Empire romain est morte. Donc, si nous disons que 75 millions de personnes vivaient dans l'Empire en 165 après Jésus-Christ, avant que la catastrophe ne commence, quelques décennies plus tard, l'Empire était descendu à 67,5 millions. C'est une chute massive. Il est connu que la gravité de la maladie variait considérablement selon les régions. Certaines régions ont été particulièrement durement touchées, et nous savons par exemple que Marc Aurèle a organisé la réinstallation des peuples germaniques en Gaule à une échelle massive afin de repeupler les zones qui ont été particulièrement touchées, et où certaines villes étaient presque devenues des villes fantômes. Il n'est bien sûr pas une coïncidence que l'armée romaine ait également beaucoup souffert à cette époque. D'ailleurs, environ 500 à 600 000 hommes servaient dans l'armée romaine à cette époque, et si 10% sont morts, cela signifie 50 à 60 000 légionnaires morts. Mégoïa, un coup massif qui, comme nous le savons, a entraîné les premières invasions réussies des tribus germaniques sur le territoire romain, qui ne pouvaient être repoussées qu'avec de grandes difficultés. Présage d'événements futurs. Ce n'est pas non plus une coïncidence que l'Empire romain n'a jamais de nouveau atteint la même innovation technologique, la même production agricole, la même production d'or et d'argent de ses mines, la même activité de fusion de minerais de fer, et d'autres mesures comme il l'a fait pendant la Pax Romana des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Comme on le sait, la situation de l'Empire romain ne s'est pas améliorée. Vers 250 après Jésus-Christ, moins d'un siècle plus tard, une autre pandémie, la peste de Cyprien, a frappé l'Empire. Nous savons peu sur cette maladie, mais les virologistes actuels supposent qu'elle pourrait être une forme de virus similaire à Ebola. Derar. Le nombre de morts est inconnu, mais nous savons qu'il a dû être absolument brutal. Ça c'est l'homme. La population d'Alexandrie, par exemple, aurait été sévèrement réduite par cette maladie, passant d'environ 500 000 personnes à 190 000 Mahama. À Rome, 5 000 personnes qui auraient été en train de mourir par jour lors de l'épidémie de la maladie. Donc, bien que nous n'ayons pas de chiffres exacts, nous pouvons à nouveau supposer qu'un taux de mortalité de 10% ne semble pas être totalement déraisonnable pour l'ensemble de l'Empire. Car souvenez-vous, les villes très densément peuplées comme Alexandrie ou Rome étaient bien sûr beaucoup plus touchées que les régions dans la campagne plus éloignée de Gaule ou de Bretagne. Il n'est pas fortuit que l'on mentionne la mortalité quotidienne à Alexandrie et Rome lors de l'éclatement de la pandémie. D'énormes invasions barbares et de massives guerres civiles ont eu lieu.
Les pandémies déstabilisent toujours les sociétés et provoquant des guerres, et c'est donc absolument une cause de la peste que l'Empire a failli tomber pendant la crise du IIIe siècle Guy. Il a survécu de justesse grâce à une chance pure, car il y avait des empereurs comme Gallienus Claudius Gothicus, Aurélien Probus et d'autres figures capables qui ont renversé la situation pour l'Empire. De plus, les pandémies trop brutales ont amené les gens à chercher une consolation à la dure réalité dans de nouvelles croyances, et ainsi l'essor du christianisme est à bien des égards le résultat des pestes antonines et cypriennes. Il y a aussi un autre effet à considérer. Les grandes villes de l'Empire étaient toujours une perte nette de population. Cela signifie que même lorsqu'il n'y avait pas de grande pandémie, plus de personnes mouraient chaque année à Rome ou à Alexandrie, même aussi, parce qu'une forte densité de population signifiait toujours un taux de mortalité plus élevé à cette époque de maladies constantes, d'infections et d'autres dangers. Ainsi, les zones rurales de l'Empire devaient toujours fournir de nouveaux Romains. Cependant, nous pouvons bien sûr supposer que les deux épidémies ont eu un effet durable sur la croissance démographique à long terme de l'Empire. Il est extrêmement difficile d'obtenir des chiffres raisonnables, mais l'historien J.C.R.E. Thomas Charles Russell a estimé en 1958 que la population de l'Empire en 350 après Jésus-Christ n'était que de 83,7% de la population en 1 après Jésus-Christ. Donc, si nous supposons 60 millions d'habitants à l'époque d'Auguste et 75 millions au pic au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, nous n'aurions que 50 millions de personnes dans l'Empire romain en 350 après Jésus-Christ. C'est juste 2/3 de l'Empire romain, de la population maximale à l'époque d'Adrien ou d'Antonin le Pieux, ce qui est absolument énorme. Bien sûr, ce chiffre a une marge d'erreur, mais il n'est pas totalement déraisonnable. Pour rendre cela encore plus brutal, Russell a estimé que tandis que la population de l'Empire romain avait diminué, la population des nations germaniques, pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, avait en réalité augmenté. Il a estimé qu'en 350 après Jésus-Christ, 8,3 millions de personnes vivaient au-delà des frontières de l'Empire romain en Europe, alors qu'il n'était que de 7,9 millions en 1 après Jésus-Christ. Ainsi, alors que la population de l'Empire romain avait diminué de 16,3%, la population des peuples germaniques avait augmenté de 5% en 350 par rapport à 1 après Jésus-Christ. Cela explique pourquoi les incursions germaniques se sont produites beaucoup plus fréquemment, et apparemment plus facilement dans les années 300, et bien sûr, beaucoup plus dans les années 400 après Jésus-Christ, par rapport au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ avant que les grandes pandémies ne frappent. Il est probable que les chiffres n'ont pas beaucoup progressé au 5e siècle. On peut supposer qu'en 450 après Jésus-Christ, la population de l'Empire est restée similaire à celle de l'Empire romain, c'est stable, alors que la population germaine a sans doute encore cru. Mais dans le pire des cas, la population de l'Empire aurait pu de nouveau diminuer de quelques pourcents sur cette période de 100 ans, tandis que la population des tribus germaniques aurait pu augmenter de nouveau de quelques pourcents, déplaçant ainsi encore plus l'avantage numérique en faveur des tribus germaniques. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre aide, je ne suis pas sûr de pouvoir maintenir cette chaîne longtemps, car l'algorithme de YouTube ne soutient pas vraiment des sujets de niche comme l'histoire romaine tardive. Merci beaucoup. Et donc nous comprenons pourquoi, dès le 3e et 4e siècles après Jésus-Christ, Rome a dû compter de plus en plus sur les foederati, et donc a dû employer de plus en plus de peuples romains. Et davantage de Germains comme soldats fédérés dans l'armée romaine. Si vous n'avez en 400 après Jésus-Christ que environ les 2/3 de la population romaine qu'en 160 après Jésus-Christ, eh bien alors vous essaierez de compenser cette différence avec des soldats étrangers. Ainsi, malgré une population impériale réduite, le nombre de soldats restait approximativement le même. En effet, dans les années 300 avant les guerres civiles insensées de la fin des années 300, l'armée romaine impériale combinée, orientale et occidentale, comptait toujours environ 500 à 600 000 hommes, la même taille qu'au début de l'Empire. Cependant, elle était composée de beaucoup plus de foederati, avec, comme nous le savons, des conséquences pas idéales pour l'Empire romain, car ces foederati se rendaient souvent,
pas toujours, mais souvent, pas tout à fait aussi fidèles à l'Empire romain qu'un Romain natif. Ils s'étaient souvent plus fidèles à leur tribu. Il y aurait, bien sûr, de nombreuses disputes entre les tribus germaniques, engendrant divers problèmes. Il devient donc de plus en plus clair que si le déclin de la population de l'Empire romain n'a pas détruit l'Empire romain, les Romains ayant intelligemment comblé le manque de Romains par des personnes d'origine germanique, cela a créé d'énormes problèmes pour l'Empire romain. Production agricole réduite, baisse de la production industrielle, une production industrielle plus faible, moins d'innovation, et une barbarisation et une intrusion plus élevée des Germains dans les rangs de l'armée romaine, mais aussi dans la population romaine. Il n'est pas étonnant que le plus grand changement dans les coutumes romaines, comme les vêtements et les armures, ait eu lieu au IIIe et IVe siècle, car l'afflux massif de Germains a bien sûr également apporté avec eux beaucoup de leurs coutumes et vêtements. Ainsi, les habits traditionnels romains sont devenus obsolètes. Un Romain de l'an 1 après Jésus-Christ n'aurait même pas reconnu un Romain de l'an 400 après Jésus-Christ comme étant un Romain. J'ai détaillé les vêtements des Romains tardifs dans cette vidéo. Donc, la démographie et le déclin de la population ont certainement joué un rôle dans la chute de l'Empire romain. Ce n'était peut-être pas la raison principale, mais à mon avis, elle se classe très haut sur la liste des raisons pour lesquelles l'Empire est tombé. L'Empire romain est tombé. Bien sûr, les problèmes systémiques intrinsèques, l'absence d'un système de succession, la dépréciation de la monnaie, le coût massif de l'armée, la difficulté croissante à trouver de nouvelles recrues, la division de l'Empire, les migrations des peuples germaniques et tant d'autres raisons ont également joué un rôle énorme. Mais le déclin de la population de l'Empire romain ne doit certainement pas être sous-estimé comme une très grande raison pour laquelle l'Empire romain est tombé. Et c'est d'ailleurs un problème que nous pouvons également observer à notre époque moderne. Les sociétés qui ont une population en déclin sont généralement celles qui stagnent en matière de croissance industrielle et économique, et parfois aussi en matière d'innovation technologique. De nombreux pays très développés connaissent une diminution de la population. Des pays comme la Corée du Sud devraient ainsi perdre plus d'un tiers de leur population. D'ici 2100, le Japon, la Chine et de nombreux pays d'Europe sont en tête de liste des pays avec une chute de la population. Et tout comme à l'époque romaine, cela entraîne d'énormes changements sociétaux et économiques. À long terme, on estime que la population humaine de la planète Terre atteindra son pic autour de l'année 2100 à environ 10-11 milliards, puis commencera probablement à décliner. Donc, nous avons les mêmes problèmes maintenant que les Romains avaient, et cela ne s'est pas bien terminé pour eux. Il n'est pas étonnant que l'empereur Majorien lui-même, dans l'une de ses lois, ait tenté d'augmenter la fertilité des femmes romaines en abolissant la chasteté religieuse. Les sociétés modernes envisagent aussi des méthodes pour augmenter la fertilité, comme des incitations financières. Encore un exemple où nous pouvons voir que l'histoire ne se répète pas nécessairement, mais elle rime sûrement encore beaucoup plus que nous ne le souhaiterions. Mais j'ai l'espoir que nous allons apprendre des Romains. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo future sur la fin captivante de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. C'est grâce aux incroyables Patreons et membres YouTube qui me soutiennent. Je voudrais particulièrement remercier notre nouveau supporter, Sol Invictus Joël Joachim. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne de la manière la plus généreuse possible. Nous avons un nouveau membre, Augustus. Merci beaucoup Archie Williams de soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Danny Smith est désormais un nouveau supporter de Kaiser. Merci énormément à Danny Smith pour son généreux soutien à cette chaîne. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne, sous une forme ou une autre. Pour plus sur les 10 causes de la chute de l'Empire romain, voir la vidéo en haut à droite. Pour découvrir 10 autres causes de la chute de l'Empire, visionnez la vidéo en bas à droite. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalet.